Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire extraordinaire d'un homme qui a marqué l'histoire du monde, Nelson Mandela. Un homme qui a passé plus de 27 ans en prison, mais qui n'a jamais abandonné son combat pour la liberté. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car son histoire est remplie de courage, de sacrifice, de souffrance, mais aussi d'espoir et de réconciliation. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble l'histoire de Nelson Mandela. Imaginez un homme enfermé derrière des barreaux pendant près de 3 décennies. Un homme à qui l'on retire sa liberté. Un homme séparé de sa famille. Un homme qui perd sa mère et son fils alors qu'il est en prison. Un homme à qui l'on propose finalement la liberté, à condition qu'il renonce à son combat. Et pourtant, il refuse. Cet homme s'appelle Nelson Mandela. Son histoire n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un peuple. L'histoire d'un combat contre le racisme. L'histoire d'un prisonnier devenu président. Et surtout, l'histoire d'un homme qui, après avoir passé plus de 27 ans derrière les barreaux, a choisi de parler de réconciliation plutôt que de vengeance. Mais comment un jeune garçon d'Afrique du Sud est-il devenu l'une des personnalités les plus importantes du XXe siècle? Pour le comprendre, il faut revenir au début. Nelson Rolihlahla Mandela naît le 18 juillet 1918, en Afrique du Sud, dans le territoire du Transkei. Il grandit dans une société profondément divisée. À cette époque, les populations noires subissent déjà de nombreuses formes de discrimination et de domination. Mais après l'arrivée au pouvoir du Parti national en 1948, un système beaucoup plus strict est officiellement instauré. Ce système porte un nom, l'apartheid. L'apartheid signifie littéralement la séparation. Mais dans la réalité, cette séparation signifie surtout l'inégalité. La population est divisée selon la couleur de peau. Les personnes noires sont privées de nombreux droits. Leur liberté de déplacement est contrôlée. L'accès à certains lieux est limité. Les quartiers sont séparés. L'éducation est inégale. Et le pouvoir politique reste entre les mains de la minorité blanche. Mandela ne pouvait pas accepter cette situation. En 1944, il rejoint l'African National Congress, l'ANC, une organisation qui lutte contre la domination raciale. Avec d'autres militants, il participe à des campagnes de protestation. En 1952, Mandela et Oliver Tambo ouvrent également un cabinet d'avocats destiné principalement aux personnes noires. Pour beaucoup de Sud-Africains, Mandela devient progressivement une voix importante de la résistance. Mais cette résistance a un prix. Le gouvernement commence à le surveiller. Il est arrêté. Il est poursuivi. Il est interdit de participer librement à certaines activités politiques. Puis vient une période encore plus difficile. En 1960, la police ouvre le feu sur des manifestants à Sharpeville. 69 personnes sont tuées. Cet événement choque profondément l'Afrique du Sud et le monde. Le gouvernement interdit ensuite l'ANC. La situation devient de plus en plus dangereuse. Mandela entre dans la clandestinité. Il comprend que les méthodes pacifiques utilisées jusque-là ne suffisent plus à faire changer le gouvernement. En 1961, il participe à la création d'Umkhonto we Sizwe, connu sous le nom de « Lance de la Nation ». L'organisation commence une campagne de sabotage contre certaines installations gouvernementales. Mandela quitte secrètement l'Afrique du Sud en 1962 pour obtenir du soutien et recevoir une formation militaire. Mais lorsqu'il revient dans son pays, il est arrêté. Le 5 août 1962, Nelson Mandela tombe entre les mains de la police. Il est accusé notamment d'avoir quitté le pays sans autorisation et d'avoir encouragé une grève. Il est condamné à 5 ans de prison. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'il est déjà en prison, il est impliqué dans une affaire beaucoup plus grave, le procès de Rivonia. Les autorités accusent Mandela et plusieurs autres dirigeants de sabotage. Le procès devient l'un des procès politiques les plus célèbres de l'histoire de l'Afrique du Sud. Mandela sait qu'il risque la peine de mort. Mais au lieu de se taire, il décide de transformer le tribunal en tribune. Le 20 avril 1964, il prononce un discours historique. Il explique pourquoi il a combattu contre la domination raciale. Il explique qu'il ne souhaite pas remplacer une domination par une autre. Il affirme qu'il rêve d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes puissent vivre ensemble avec les mêmes possibilités. Et il termine en déclarant qu'il est prêt à mourir pour cet idéal. Le verdict tombe. Le 12 juin 1964, Mandela et 7 de ses compagnons sont condamnés à la prison à vie. Il échappe à la peine de mort.
Mais personne ne sait encore combien de temps il restera derrière les barreaux. Mandela est envoyé à Robben Island, une île située au large du Cap. Là-bas, les prisonniers politiques sont soumis à des conditions difficiles. Mandela porte le numéro de prisonnier 466-64e. Il travaille dans une carrière de chaux. Il reçoit peu de nourriture. Les communications avec sa famille sont limitées. Les visites sont rares. Mais Mandela refuse de laisser la prison détruire son esprit. Il étudie. Il lit. Il apprend. Il discute avec ses compagnons. Il apprend même davantage sur la langue et la culture des Afrikaners, ceux qui appartiennent à la communauté dominante qui contrôle le pays. Pendant ce temps, sa famille souffre. Sa mère meurt en 1968. Son fils aîné, Tambekile, meurt dans un accident de voiture en 1969. Mandela n'est pas autorisé à assister aux funérailles. Imaginez cela. Perdre sa mère. Perdre son fils. Et ne pas pouvoir leur dire adieu. Pourtant, il continue. Année après année. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Le monde commence à entendre son nom. Nelson Mandela devient progressivement le symbole international de la lutte contre l'apartheid. Des campagnes demandent sa libération. Des manifestations ont lieu dans plusieurs pays. Le slogan « Free Nelson Mandela » devient célèbre. Mais en prison, Mandela reste confronté à une question essentielle. Que fera-t-il lorsqu'il sera enfin libre? En 1985, le gouvernement sud-africain lui propose une possibilité de libération. Mais cette liberté est conditionnelle. Mandela doit renoncer à la lutte armée. Il refuse. Il préfère rester en prison plutôt que d'accepter une liberté qui exige l'abandon de ses principes. Les années passent encore. Mais quelque chose commence à changer. Le gouvernement sud-africain comprend progressivement qu'il ne peut pas maintenir éternellement le même système. La pression internationale augmente. La résistance intérieure continue. Et Mandela devient de plus en plus incontournable. En 1988, alors qu'il est encore prisonnier, il tombe malade de la tuberculose. Il est hospitalisé pendant plusieurs mois. Puis il est transféré dans une autre prison, Victor Verster. Là, les discussions avec le gouvernement commencent à devenir plus sérieuses. Mandela comprend quelque chose d'essentiel. La liberté de l'Afrique du Sud ne viendra pas seulement d'une victoire militaire. Elle devra également passer par des négociations. Le 11 février 1990, après plus de 27 ans de prison, Nelson Mandela sort enfin de prison. Il marche vers la liberté. Des milliers de personnes l'attendent. Le monde entier regarde les images. Un homme qui était autrefois enfermé derrière des murs devient soudain le symbole d'une nouvelle époque. Mais voici ce qui rend son histoire encore plus extraordinaire. Mandela aurait pu appeler à la vengeance. Il aurait pu demander que les anciens dirigeants soient punis. Il aurait pu utiliser sa popularité pour diviser davantage le pays. Mais il choisit une autre voie. La réconciliation. Mandela et le président Frédéric Willem de Klerk commencent à travailler ensemble pour mettre fin au système d'apartheid. En 1993, les deux hommes reçoivent ensemble le prix Nobel de la paix. Puis arrive l'année 1994. Pour la première fois, tous les Sud-Africains peuvent participer aux élections démocratiques. Nelson Mandela vote. Et le 10 mai 1994, il devient le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. L'homme qui avait passé plus de 27 ans derrière les barreaux devient maintenant le dirigeant de son pays. Mais il ne devient pas président pour se venger. Il veut construire un pays nouveau. Un pays dans lequel les différentes communautés peuvent vivre ensemble. Son gouvernement soutient notamment la commission Vérité et Réconciliation, qui cherche à faire connaître les crimes et les violations commis pendant les années d'apartheid tout en favorisant la réconciliation nationale. Mandela reste président pendant un seul mandat. En 1999, il quitte volontairement le pouvoir. Il aurait pu essayer de rester. Mais il choisit de partir. Après sa présidence, il continue à travailler sur plusieurs grandes causes, les enfants, l'éducation, la pauvreté, la lutte contre le VIH et la construction d'une société plus juste. Il devient une figure mondiale. Des dirigeants viennent le rencontrer. Des jeunes l'écoutent. Des millions de personnes connaissent son nom. Mais malgré cette célébrité, Mandela reste marqué par les années de prison. Il sait ce que signifie perdre sa liberté.
Il sait ce que signifie être séparé de ceux qu'on aime. Il sait aussi que la haine peut détruire aussi bien celui qui la porte que celui qui la reçoit. C'est peut-être pour cette raison que son message a dépassé les frontières de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela n'était plus seulement le symbole d'un pays. Il était devenu un symbole mondial de résistance, de dignité et de réconciliation. Il est important de se rappeler que Mandela n'était pas un homme parfait. Il a vécu dans une période extrêmement violente. Il a pris des décisions difficiles. Il a participé à une lutte qui a évolué au fil du temps. Mais son parcours montre quelque chose de profondément humain. Un homme peut être brisé par les circonstances. Ou il peut décider de transformer sa souffrance en force. Mandela a passé plus de 27 ans en prison. Mais la prison n'a pas réussi à enfermer son rêve. Ses murs pouvaient retenir son corps. Il ne pouvait pas retenir ses idées. Il ne pouvait pas empêcher le monde de parler de lui. Et surtout, il ne pouvait pas empêcher un peuple de continuer à espérer. Nelson Mandela meurt le 5 décembre 2013, à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. Mais son histoire ne meurt pas avec lui. Elle continue. Dans les écoles. Dans les livres. Dans les discours. Dans les mouvements pour les droits humains. Et dans la mémoire de millions de personnes. L'histoire de Nelson Mandela nous laisse une question. Que ferions-nous si nous étions privés de liberté pendant 27 ans? Que ferions-nous si nous perdions des proches sans pouvoir leur dire adieu? Que ferions-nous si, après toutes ces années de souffrance, nous avions enfin le pouvoir entre nos mains? Mandela avait une réponse. Il a choisi de ne pas laisser la haine décider de son avenir. Il a choisi de transformer un pays divisé en un pays qui essayait de vivre ensemble. C'est pour cela que son nom a dépassé les frontières de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela n'a pas seulement marqué l'histoire de son pays. Il a marqué l'histoire du monde. Et peut-être que la plus grande leçon de sa vie est celle-ci. On peut emprisonner un homme. On peut lui enlever sa liberté. On peut essayer de faire taire sa voix. Mais il est beaucoup plus difficile d'emprisonner une idée. Et lorsque cette idée s'appelle liberté, elle peut traverser les murs d'une prison. Traverser les frontières. Traverser les générations. Et continuer à vivre longtemps après la disparition de celui qui l'a porté.